Bonjour, vous êtes sur le podcast de T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Cette semaine, je vous propose de parler salaire. Je m'appelle Stella, je suis membre du comité de direction d'une entreprise du continent. Le salaire, le sujet tabou dans le monde francophone et pourtant si facile à aborder dans le monde anglo-saxon. Dans ce podcast, je vais vous partager des tips et astuces pour mieux appréhender, évaluer, négocier et faire augmenter votre rémunération. Commençons par définir ce que l'on appelle un salaire. Selon le Larousse, c'est toute somme versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne dans le cadre d'un contrat de travail. Selon le Robert, c'est une rémunération d'un travail, d'un service, une somme d'argent payable régulièrement par l'employeur à la personne qui l'emploie. De façon simple, vous concluez un contrat avec un employeur pour un travail ou service que vous devez lui rendre. En contrepartie, il vous rémunère par un salaire. Ce salaire est convenu d'avance lors de la conclusion du contrat. Le contrat est le plus souvent écrit, mais selon la législation du pays, il peut être oral. En général, quand on parle de salaire, les gens ont tendance à ne penser qu'au salaire de base ou au montant de ce qu'ils reçoivent chaque mois dans leur compte. Et malheureusement, c'est souvent l'élément principal pris en compte par certains salariés pour déterminer s'ils acceptent une offre ou non. Je vous partage une autre définition, plus complète selon moi. Selon l'INSEE, le salaire comprend le salaire de base, mais aussi les primes, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, l'épargne salariale, c'est-à-dire l'intéressement, la participation, l'abondement, d'autres indemnités et rémunérations annexes, comme les indemnités de résidence, le supplément familial, etc., et les avantages en nature. Donc, au lieu d'avoir en tête juste un salaire de base, il faut avoir en tête la rémunération globale ou ce que l'on appelle le package salarial. Le package salarial, c'est l'ensemble de tout ce que vous recevez comme paiement et avantages au sein de l'entreprise. Tout d'abord, le salaire de base qui est fixe, régulier et payé sous nos tropiques plutôt de façon mensuelle. C'est le principal élément sur lequel la majorité des salariés se concentrent et négocient. Ce salaire de base n'est pas le seul élément du salaire fixe. À celui-ci peut s'ajouter de façon fixe une prime d'ancienneté, un sursalaire et d'autres éléments fixes selon la loi du pays ou la convention collective de l'entreprise. Chaque mois, que vous travaillez bien ou mal, ce montant fixe, contractuel et ou conventionnel, vous sera obligatoirement versé par votre employeur, tant que vous êtes lié par un contrat. En plus de ce salaire fixe, il faut prendre en compte plusieurs autres éléments de rémunération. On va commencer d'abord par les éléments variables. Tout d'abord, les commissions, notamment pour les métiers comme les commerciaux ou même certains techniciens. En plus de votre salaire fixe, vous avez un montant variable qui vous est payé selon l'atteinte d'objectifs, très souvent mensuels. Par exemple, le nombre de ventes d'un produit sur le mois, le nombre d'installations d'éléments techniques. Si vous ne faites rien ce mois-là, vous ne recevrez rien en plus de votre salaire fixe. Si vous dépassez vos objectifs, vous pouvez être payé plus. Ce montant variable est donc directement lié à votre performance du mois et vous avez l'obligation de maintenir une certaine performance pour maintenir son existence et son montant. Ensuite, il y a les primes semestrielles, annuelles ou bonus. L'appellation change d'une entreprise à l'autre. Ici, c'est plus souvent pour des fonctions qui ont des objectifs non commerciaux. Selon la règle de l'entreprise, sera pris en compte uniquement vos objectifs personnels ou une combinaison avec l'atteinte des objectifs de l'entreprise. À la fin du semestre ou de l'année, vous serez évalué et selon les résultats, on vous versera un certain montant. Dans certaines entreprises, les taux sont fixes et liés à votre grade. Dans d'autres entreprises, les négociations se font à la tête. De mon expérience, ça démarre à 10% du salaire annuel quand on est junior et ça monte avec les grades. Dans mon entourage, les directeurs qui sont mal payés sont autour de 20%, la moyenne se situe plutôt entre 30 et 35% et les mieux payés mais moins fréquents sont autour de 50% de leur salaire annuel. Pour les DG, j'en connais qui sont autour de 50% et si vous regardez un peu l'actualité, vous allez voir qu'il y en a qui peuvent aller jusqu'à 100% de leur salaire annuel. Ensuite, nous avons les participations et l'intéressement. L'intéressement, c'est un dispositif par lequel le salarié bénéficie d'une partie des résultats financiers de l'entreprise. Et la participation, c'est un dispositif qui permet aux salariés de bénéficier plutôt d'une partie des bénéfices de l'entreprise. Pour ma part, je n'ai connu l'intéressement et la participation qu'en France. Donc je ne sais pas dire si ça se pratique sur le continent. Les taux ne sont pas fixes car ils dépendent des résultats et des bénéfices de l'entreprise. Après les éléments variables, nous allons maintenant passer à la deuxième catégorie qui sont les actions et les stock options.
Certaines multinationales offrent des actions gratuites aux salariés. Cela se fait par exemple après la livraison d'un gros plan d'entreprise. Cela peut aussi faire partie de la politique de l'entreprise pour engager les salariés et les lier à la performance de l'entreprise. Car la valeur des actions, des paiements des dividendes qu'ils vont recevoir est aussi un peu dans leurs mains. D'autres entreprises ou start-up proposent plutôt des stock options, c'est-à-dire des actions payantes mais à des tarifs préférentiels versus le cours du marché, avec un horizon déterminé pour pouvoir les débloquer. C'est très utilisé dans les multinationales pour le top management ou dans les start-up. L'entreprise n'a pas besoin d'être cotée pour actionner cet avantage. D'autres entreprises, pour retenir leurs talents, proposent ce qu'on appelle des LTIP, Long Term Incentive Plan. En fait, le contenu va dépendre de l'entreprise. Une des multinationales pour laquelle j'ai travaillé était de culture anglo-saxonne et m'a fait bénéficier de cela. J'ai été identifiée au potentiel et le plan pour fidéliser les talents de l'entreprise était de leur verser un montant en actions qui représentait un pourcentage de leur salaire annuel. Pour ma part, j'étais jeune manager et j'ai donc reçu 10% de mon salaire annuel. Ce montant était bloqué pendant 3 ans et j'avais la possibilité de débloquer 15% après une année, encore 16% après la deuxième année, et les 69% restants la troisième année. Et en fait, l'idée est de fidéliser le talent pour qu'il reste au moins 3 ans dans l'entreprise. Et chaque année, on peut de nouveau être identifié talent et recevoir de nouveau pour cette année-là un bonus qui lui aussi va être étalé sur 3 ans supplémentaires. Clairement, ça fait bien réfléchir avant de partir, car si on n'a pas récupéré tous les sous qui est dans son compte, on réfléchit au montant qu'on peut perdre. Troisième catégorie, c'est les avantages sociaux et les avantages en nature. Je vais en citer quelques-uns, par exemple le crédit téléphonique, et il ne faut prendre en compte que le montant réellement consommé, et pas le montant qu'on vous crédite. Par exemple la ligne internet, la cantine, les tickets restaurants, le logement de fonction, une prime de logement, une voiture de fonction ou un car plan. Pour la voiture de fonction, c'est un bien qui appartient à l'entreprise, ça ne vous revient pas quand vous quittez l'entreprise. Par contre, le car plan, vous payez un pourcentage de la voiture, mais l'entreprise paye la plus grosse part. Et après un nombre d'années, ça va de 3 à 5 ans, selon les entreprises, la voiture vous appartient. Et dans ce cas-là, vous pouvez en prendre une nouvelle après avoir passé cette période-là. Pour le car plan, il faut le prendre en considération dans votre calcul, surtout le prix de revente de la voiture après. Dans les avantages en nature ou sociaux, il y a également tout ce qui va concerner la carte essence, la prime de transport, l'assurance santé, la complémentaire retraite. Et d'ailleurs, sur la complémentaire retraite, l'entreprise peut abonder le montant que vous payez, donc prenez le maximum. Il y a également le contrat de prévoyance. Pour celui-là, je vous conseille d'estimer le montant que vous aurez payé si c'était à votre charge. Pour ceux qui bénéficient d'un comité d'entreprise, incluez également tous les éléments dont vous bénéficiez. C'est bien ce que vous bénéficiez et pas les choses que vous pourriez bénéficier. De façon globale, prenez en considération tous les abondements faits par votre entreprise. Pour rappel, l'abondement, c'est quand pour 1 franc que vous mettez sur une épargne, l'entreprise met un pourcentage de ce franc pour vous encourager. J'ai déjà eu des abondements allant jusqu'à 300% du montant que j'investissais. Et je suis toujours étonnée du nombre de personnes qui passent à côté de ce type d'opportunité. Bref, c'est un aparté. Prenez également en considération la prise en charge ou la participation financière de votre entreprise à une formation diplômante ou certifiante que vous souhaitez faire. Cela peut être négocié quand vous êtes en poste ou même pendant votre processus de recrutement. J'ai personnellement eu à bénéficier d'une prise en charge partielle d'une de mes formations. J'ai essayé d'être exhaustive sur les éléments principaux à prendre en compte dans votre rémunération, mais selon le type d'entreprise, selon le pays, il y a sûrement d'autres choses à prendre en compte. Faites le bilan complet de ce dont vous bénéficiez ou de ce que vous pourriez bénéficier dans l'entreprise où vous souhaitez aller avant de prendre certaines décisions et avant de vous plaindre de votre rémunération. Je vous conseille de calculer votre package à l'année et ensuite éventuellement de le ramener au mois pour avoir une idée réelle de ce que vous touchez. Calculez votre croissance annuelle sur cette base et négociez vos augmentations, votre nouveau poste avec ce référentiel pour éviter de perdre de l'argent. Pour en venir au salaire de base, cela reste important de bien le négocier, et ce dès le début de carrière, car à chaque changement de poste ou à chaque changement d'entreprise, pour les augmentations, les bonus, les primes, tout ça reste indexé en fait dessus. Mais clairement, si l'entreprise vous dit qu'elle est bloquée à cause de sa grille salariale, vous savez que vous avez d'autres éléments sur lesquels jouer. Je l'ai appris un peu tard. Je pense qu'après tout ce détail, il est clair pour nous que la bonne unité de mesure de sa rémunération, c'est bien le package salarial dans sa globalité. Je vais vous partager une anecdote. Mon ami se reconnaîtra certainement. En sortie d'école, j'avais négocié un salaire de 35 000 € brut annuel pour mon premier poste.
j'ai un promotionnaire qui avait lui eu 38 000 euros, donc presque 10% de plus que moi. Et il en était très content. Après 1 an, on a refait le bilan et il s'avère que je gagnais plus que lui. En effet, j'avais 10% de part variable annuelle qu'il n'avait pas. Ensuite, j'ai eu l'équivalent d'1 mois et demi d'intéressement de participation et lui, il a eu la moitié d'1 mois. Quand on a refait nos calculs, je finissais avec l'équivalent de 8 à 10% de plus que lui. Exemple concret de tout ce que je vous ai raconté avant. Maintenant, nous allons parler de comment est déterminé votre salaire. La plupart des entreprises structurées ont une politique salariale claire et formalisée. Ils ne vous la communiquent pas forcément, mais elle est bien présente et c'est le guide des équipes RH pour élaborer votre package salarial. Il y a encore des entreprises qui payent à la tête du client et elles ont encore du travail pour se mettre au niveau des standards internationaux. Pour déterminer le salaire et le package salarial, plusieurs éléments sont pris en compte. Tout d'abord, le poids de votre poste. Les postes sont pesés et classifiés selon des grilles internationales comme A, l'IPE de Mercer ou encore Wage. Pour la classification est prise en compte le niveau de diplôme, le niveau d'expérience, le fait qu'il y ait ou non de l'encadrement, le niveau d'autonomie du poste, etc. Selon le secteur d'activité de l'entreprise, sera aussi pris en compte la criticité du poste ou la rareté des profils. Ensuite, pour les éléments du package, notamment tout ce qui concerne les avantages sociaux ou les avantages en nature, il faut souvent se référer également à la convention collective, donc ce qui a déjà été négocié par les représentants du personnel. Plus vous êtes sur un métier rare, plus vous aurez un profil rare et recherché, de l'expérience, et plus vous pouvez prétendre à négocier pour une rémunération plus haute. Selon la politique d'entreprise, certaines choses viennent en pack. C'est-à-dire que si vous êtes manager, vous avez automatiquement une carte d'essence ou un taux de bonus prédéfini. Si vous êtes directeur, vous allez posséder une voiture par exemple. Et il n'y a pas besoin de négocier ces éléments-là, c'est automatique. Les entreprises qui n'ont pas de politique claire, c'est à la tête du client. Donc au même niveau de poste, vous pouvez avoir des avantages différents. Si vous êtes hors de l'entreprise, il faut se renseigner avant d'entamer les négociations. Si vous êtes déjà dans l'entreprise, il faut vraiment ne pas rater les différents rounds de négociations qu'il y a parce que certaines périodes sont vraiment déjà prédéfinies. Il faut savoir que les grosses entreprises font appel à des cabinets comme Mercer, Korn Ferry et d'autres cabinets locaux pour faire des enquêtes salariales. Ces cabinets récoltent des données salariales détaillées de plusieurs entreprises sur un même marché, sur les mêmes secteurs d'activité ou des secteurs connexes et permet en fait de fournir des analyses très détaillées aux entreprises. Une entreprise faut savoir si elle est bien positionnée ou non par rapport à son pays ou par rapport à d'autres pays de même rang. Et elle pourra faire des analyses jusqu'au niveau détaillé d'un salarié unique. Cela permet de prendre des mesures correctives individuelles ou globales quand on n'est pas bon ou de se rassurer quand on est bon. Vu le coût de ces études, je ne pense pas que les petites structures les utilisent. Les entreprises qui ont des grilles salariales peuvent donc ajuster leur plancher ou leur plafond selon ces études. Elles sont faites annuellement. Le plancher correspond au salaire le plus bas de la grille et le plafond correspond au maximum. Selon les critères expliqués plus haut, 2 salariés sur le même poste peuvent donc ne pas avoir le même salaire, mais se retrouveront dans le même intervalle plancher-plafond de leur poste et de leur grade. Comment peut-on avoir une idée des salaires? Dans les pays occidentaux, il est assez facile de se faire une idée des salaires de nos pairs ou de la position visée dans une entreprise. Il suffit pour cela d'aller sur des sites tels que l'APEC, Glassdoor ou encore Wage pour avoir une idée assez précise des fourchettes de salaire. Dans la zone francophone du continent, nous avons très peu d'informations sur les salaires pratiqués sur le marché et même sur les salaires de nos propres entreprises. Pour avoir une idée, je vous invite à échanger avec votre entourage. Parlez avec des collègues de confiance, avec des personnes qui sont sur des postes plus gradés et qui pourront vous donner des billes sur leur parcours. Demandez à vos RH, on ne sait jamais, ou devenez amis avec des RH. Posez des questions et partagez aussi vos informations avec des personnes qui sont dans d'autres entreprises. Passez des entretiens pour avoir une idée de ce que l'on vous propose. Pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il y a le cabinet Grey Search Africa qui publie les guides des salaires. Et ce guide comporte énormément de salaires par métier, par ancienneté, par secteur d'activité, etc. avec des échelles de salaire pour chaque poste. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est gratuit et disponible sur Internet. Et même si vous ne vivez pas dans ces 2 pays, ça peut quand même vous donner une bonne idée de ce à quoi vous pouvez prétendre. La dernière recommandation que je vais vous faire pour connaître les salaires, c'est surtout pour les postes de senior, manager et les postes de directeur, c'est de regarder les sites occidentaux et vous appliquer des ratios par rapport à vos postes précédents pour vous faire une idée de ce que vous pouvez demander.
je dirais aussi quand même que de mon expérience, à ce stade, vous avez plusieurs amis ou d'anciens collègues qui sont dans d'autres entreprises, peut-être même dans d'autres pays du continent. Et donc là, vous pouvez avoir une discussion plus libérée sur les salaires et leur demander des informations assez détaillées. Avec mes amis et mes anciens collègues avec qui je suis proche, on se partage les détails de nos packages. Et clairement, ça nous aide pour nos recherches et nos négociations. Je vous encourage donc à plus discuter de cela dans vos environnements. Comment on négocie le salaire? Vous avez fait votre étude de marché et vous savez ce que vous valez sur le marché et c'est le salaire que vous voulez. Et vous avez maintenant l'opportunité de négocier votre rémunération. Quelques conseils selon les scénarios. Scénario 1, vous êtes dans un processus de recrutement. Il est recommandé de venir avec une fourchette de ce que vous voulez, surtout dans les entreprises qui n'ont pas de grille salariale. Donc, selon ce que vous avez vu dans vos recherches, élaborez votre fourchette. Si vous n'avez aucune idée du marché, demandez à l'entreprise de vous faire une proposition et en fonction de ce qu'on vous annoncera, vous pouvez voir si ça mérite une négociation ou pas. Certaines entreprises demandent votre salaire actuel et même votre fiche de paye. Sur le salaire actuel, certains disent la vérité et d'autres gonflent. J'ai tendance à dire la vérité. Pour la fiche de paye, il n'y a aucune obligation légale à la partager. Donc si vous avez menti sur votre salaire, sachez que vous n'êtes pas obligé d'accepter de la partager. Essayez d'avoir des infos par votre entourage sur la grille d'entreprise ou sur les flexibilités existantes. Comme pour toute négociation, venez préparer. Soyez factuel, laissez l'émotion de côté. Présentez tous les arguments factuels qui montrent que vous saurez prendre le poste en main et donner de la valeur à l'entreprise. Des arguments qui montrent qu'ils en auront pour leur argent. Ensuite, vous rappelez les salaires du marché sur la fonction si vous les connaissez et ensuite vous dites le montant que vous souhaitez. Merci de préciser que le montant est réévaluable selon les avantages existants ou non dans l'entreprise. Quand vous recevez votre offre, si cela vous convient, fin de négociation, vous acceptez, vous signez la lettre d'intention. Si cela ne vous convient pas, par écrit, vous rappelez toutes les raisons qui font que vous êtes le bon candidat. Si vous avez des avantages sur votre poste actuel que la boîte n'a pas, vous les relevez et vous faites une contre-proposition. Et vous continuez d'échanger jusqu'à trouver un accord. Il ne faut surtout pas être pressé et même si vous l'êtes, vous ne devez pas le montrer, car vous perdrez. La négociation, c'est aussi un jeu de patience. Je vous recommande d'aller lire les articles sur le sujet pour creuser un peu plus. Scénario 2. Vous avez une promotion au sein de l'entreprise et il faut que vous négociez. En général, l'entreprise sait déjà ce qu'elle souhaite vous donner. Elle a un taux d'augmentation générique qui va de 10 à 20%. Si vous êtes complètement dépositionné par rapport à des personnes qui sont sur le même poste ou même sur le même grade, elle pourra fournir un effort supplémentaire pour vous mettre à niveau et là, les augmentations peuvent monter jusqu'à 50% et même au-delà. Si l'entreprise ne le fait pas d'elle-même, il faut appliquer le même fonctionnement que sur le scénario 1. Scénario 3, vous êtes en poste et vous sentez que vous êtes sous-payé sur votre poste et vous voulez renégocier votre salaire. Ce cas est souvent le plus difficile à négocier, mais ne craignez pas de demander, vous n'avez rien à perdre. Dans ce cas précis, il y a deux situations. Situation 1, vous êtes un salarié moyen. Vous découvrez que vous êtes en dessous des grilles car elles ont évolué depuis votre entrée. Les entreprises sérieuses s'arrangent à corriger cela dans les périodes d'augmentation sans que vous ayez à le demander. Nous savons que toutes nos entreprises ne sont pas sérieuses. Donc si c'est le cas, écrivez un courrier de réclamation à la direction des ressources humaines pour régularisation et normalement on vous mettra au plancher. Si vous vous comparez à d'autres collègues, je dirais que là, il n'y a pas forcément d'éléments factuels, car il faut voir s'ils ne sont pas plus performants ou plus expérimentés que vous. Donc, si vous avez le même niveau de performance, le même niveau de poste, le même nombre d'années d'ancienneté, le même niveau de diplôme, là, vous pouvez faire une réclamation, car dans la plupart de nos lois, quand même, il est interdit d'avoir une injustice de traitement. Si vous êtes dans la seconde situation, c'est-à-dire vous êt reconnu comme un top performer et peut-être que vous portez des sujets supplémentaires par rapport à votre fiche de poste. Là, vous devez saisir votre manager, le pitcher pour que il ou elle aille défendre en fait votre cas auprès des RH et de la hiérarchie. Très souvent, ça suffit. Le manager a la possibilité lors des évaluations de vous mettre en lumière et de pousser des noms pour les augmentations supplémentaires pendant les périodes où il y a l'exercice. Dans certaines boîtes, le manager ou même le directeur ont une enveloppe dédiée pour leur équipe ou leur direction avec la liberté de faire des allocations spécifiques et supplémentaires versus ce que l'entreprise peut octroyer de façon globale à tout le monde. Vous pouvez aussi être amené à aller saisir directement les RH, mais toujours de préférence avec l'accompagnement et l'appui de vos managers et de vos supérieurs. Si jamais il n'y a pas d'écoute, je vous recommande de commencer à regarder le marché et de voir ce qu'ils vous proposent. De façon générale, ne craignez pas d'aller négocier ou renégocier votre salaire. Au pire des cas, on vous dira non, c'est tout. Soyez toujours factuel, laissez les émotions de côté, effectuez vos recherches,
apportez de la valeur à l'entreprise et choisissez le bon moment comme la période des évaluations ou la période des augmentations, un anniversaire professionnel ou un changement de poste pour venir négocier. Comment fait-on pour augmenter sa rémunération? Pour gagner plus, comme je l'ai dit plus tôt, il faut se diriger vers les postes qui pèsent le plus dans l'entreprise ou se positionner sur les métiers rares ou les métiers d'avenir. Il est important de se développer sans cesse, sortir de sa zone de confort, actionner de nouvelles compétences, apporter des résultats en continu et, comme dit Jim Rohn, toujours se positionner dans le top 10% de son domaine. Pour les plus jeunes qui m'écouteraient, si vous êtes encore en début de carrière et que vous êtes vraiment très bon, visez les programmes Graduate Talent des entreprises. Pour les plus expérimentés, essayez d'être en visibilité pour intégrer les programmes Talent, les programmes Successeurs, les programmes IPO de vos entreprises. En général, quand vous passez dans ces programmes, vous avez des salaires plus élevés que les autres salariés de même niveau. Vous bénéficiez aussi de formations supplémentaires et votre carrière peut ainsi être accélérée. En gros, pour augmenter votre salaire, vous devez apporter plus de valeur à votre entreprise. Assurez-vous que les personnes qui sont en mesure de vous augmenter sont au courant de vos résultats et de votre désir d'augmentation. Je n'ai pas encore eu des augmentations significatives sans avoir moi-même fait la démarche et aucun de mes proches d'environnement francophone non plus. Cependant, parmi mes proches qui travaillent aux États-Unis, plusieurs ont eu des augmentations significatives ou même des promotions sans en avoir fait la demande. Leur boîte avait des systèmes où ils détectaient les bons éléments et les récompensaient automatiquement. J'ai hâte que nous changions de mindset dans la zone francophone. Pourquoi avons-nous du mal à parler de salaire? Chez les anglo-saxons, il est très facile de parler salaire. C'est dans la culture, notamment aux États-Unis. Échanger avec les autres sur sa rémunération permet de se situer et donne des billes pour les négociations salariales. Chez les francophones, c'est le secret. Il ne faut surtout pas parler de salaire parce que ça va créer des vagues, parce que peut-être qu'on gagne moins ou plus que ses collègues. On craint les jaloux ou des personnes qui vont aller faire des revendications avec notre nom à la bouche. Et donc, on reste dans la désinformation et on ne sait pas jusqu'où on peut aller en termes de négociation. Je comprends qu'on ne parle pas de salaire dans nos familles, car on ne veut pas que les gens viennent nous présenter tous leurs problèmes ou nous mettre les yeux, comme on dit chez nous, sur notre argent. Mais dans le monde de l'emploi, je considère que c'est utile. Personnellement, j'aide beaucoup de gens à négocier et même pour avoir plus que moi, car je n'ai pas pu avoir les informations qu'il fallait quand je suis entrée dans l'entreprise. Maintenant que j'y suis, si je peux aider d'autres à avoir mieux, je vais les aider. Je considère qu'un collègue qui gagne plus que moi, c'est une bonne chose, car ça m'indique qu'il y a encore des poches de négociation possibles pour que j'augmente mon propre package. Et donc, au bon moment, je retournerai négocier. Et ça me permet aussi d'avoir de bons éléments pour négocier si je veux aller dans une autre entreprise. Comme dit plus tôt, avec mes amis et mes collègues les plus proches, on parle de salaire et d'avantages et ça nous aide pour nos négociations. Avec un petit noyau, on se partage même directement nos propositions salariales et on se conseille. Cela a débloqué notre esprit et on se permet de demander des packages qu'on n'aurait pas imaginés avant. Trouvez-vous ces personnes de confiance et passez à un autre niveau dans votre relation et parlez salaire. Passons maintenant au cas spécifique des RIPAT. Les RIPAT sont ces Africains qui sont partis étudier, travailler ou vivre hors du continent et qui reviennent s'y installer. Je suis moi-même une RIPAT. Je vais parler ici spécifiquement des RIPAT qui reviennent en contrat local. Je ferai un petit point plus tard sur les expats de façon générale. Les grilles de salaire en France ou aux États-Unis ne sont pas les mêmes que chez nous. C'est beaucoup plus élevé. En contrat local, il est très rare qu'une entreprise matche les salaires de là-bas. Ayant dit ça, les salaires sur le continent, notamment sur des postes de management ou de top management, sont de plus en plus élevés et compétitifs. Je vous conseille de prendre vos décisions sur la base de 2 critères. 1. Le reste à vivre et 2. La qualité de vie. Même si on se plaint que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal sont chers, pour prendre parmi les pays les plus chers de la zone francophone, ça reste moins cher que la France ou les États-Unis, pour rester sur des pays que je connais. Le coût de la vie est plus bas. Par exemple, le loyer est moins cher pour une plus grande surface. Vous pouvez même prendre une maison au lieu d'un appartement si vous le souhaitez. L'alimentation est moins chère, sauf si vous ne voulez manger que les produits importés pour garder exactement les mêmes produits que vous consommiez quand vous étiez à l'étranger. Vous avez la possibilité d'avoir de l'aide à domicile avec une femme de ménage, un gardien, un chauffeur, un jardinier, etc. Vous avez la possibilité d'avoir une nounou à domicile pour vos enfants qui est largement moins chère que la crèche ou la garderie et beaucoup d'autres avantages. Bien que le package puisse être facialement plus bas, vu la compétitivité des salaires sur le continent, très souvent, le reste à vivre est plus élevé que ce que vous avez à l'étranger. J'ai moi-même fait l'exercice, je l'ai fait faire à plusieurs de mes amis et j'ai pu recruter plusieurs personnes de la diaspora en faisant cela.
Je connais plusieurs personnes qui ont raté des opportunités dans le passé parce qu'ils restaient sur une comparaison à ISO. Je vous encourage donc à penser reste à vivre, c'est-à-dire votre package déduit de toutes vos charges et de voir combien il vous reste pour l'épargne et l'investissement et de prendre votre décision en fonction de cela. Je n'entrerai pas sur toutes les autres raisons non financières qui rentrent en jeu dans la décision d'un retour. Je garde cela pour un podcast dédié. Enfin, le cas des expatriés. Parlons du cas de l'expatriation, que ce soit pour un ripat ou pour un Africain qui est sur le continent. Soyons honnêtes, c'est le Graal, sûrement le contrat le plus recherché au monde. Par rapport à il y a quelques années, il y a de moins en moins de contrats de ce type en Afrique. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'Africains diplômés, expérimentés, qui sont présents sur le continent et également beaucoup de diasporiens, donc les ripats, qui reviennent plus sur le continent. Nous savons qu'avant, c'était plus souvent réservé aux Caucasiens qu'aux Africains. Ayant dit cela, avec le développement du continent et des multinationales africaines, il y a aussi énormément d'opportunités d'expatriation sur le continent destinées spécifiquement aux Africains. J'ai fait plusieurs expatriations moi-même sur le continent. J'ai plusieurs amis, collègues, anciens collègues qui sont africains, qui ont fait leurs études ou leur carrière sur le continent ou ailleurs. C'est vraiment varié, qui sont eux-mêmes expatriés avec le statut et le contrat qu'il faut. Je vais vous citer quelques avantages de l'expatriation. Le salaire est plus élevé. Il y a la prise en charge de l'hébergement par l'employeur. Selon l'entreprise, selon le grade, vous pouvez avoir une voiture de fonction ou une prime de transport. Encore une fois, selon l'entreprise, vous pouvez avoir la scolarité de vos enfants qui est prise en charge, qui est inclue dans votre package. En général, vous avez une assurance de santé internationale avec la possibilité d'être rapatrié chez vous en cas de problème. On vous offre un ou plusieurs billets pour vous et votre famille pour pouvoir rentrer chez vous. Et bien d'autres choses sont les organismes, notamment les grands organismes internationaux. Si vous avez une opportunité d'aller en expatriation, au-delà des autres avantages en termes de carrière, d'exposition à d'autres cultures, de défis et bien d'autres, juste d'un point de vue financier, saisissez l'opportunité. Sur des fonctions de directeur ou de DG, je sais qu'il y a certaines entreprises qui donnent des avantages d'expatriation à leurs salariés locaux pour maintenir en fait leur talent sur place. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'ai essayé d'être exhaustive sur le sujet des salaires et des rémunérations, mais potentiellement il manque des éléments. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet ou auprès de votre entourage pour avoir du complément. J'essaierai un de ces jours de faire un live avec un RH qui est en charge de la rémunération et des rétributions pour que vous puissiez lui poser des questions directement. Comme vous vous en rendez compte, je ne peux pas vous donner des chiffres de salaire exacts car ça dépend du poste, du grade, du pays dans lequel vous vivez, du secteur d'activité. Mais j'espère que tous les éléments que j'ai partagés ici dans ce podcast vont vous éclairer et améliorer votre approche de la rémunération. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.tcook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.